Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas une histoire de sang, du moins pas de ce sang qui tache les tapis et mobilise la police scientifique. Non, c'est une histoire de larmes, de ces larmes silencieuses que l'on avale pour ne pas déranger de cette honte qui vous brûle l'estomac comme de l'acide. C'est l'histoire d'un crime moderne, un crime commis non pas avec une arme à feu ou un couteau, mais avec un simple téléphone portable. Un rectangle de verre et de métal devenu entre les mains d'une belle fille sans âme un instrument de torture psychologique d'une cruauté inouïe. Nous vivons dans une époque étrange, n'est-ce pas? Une époque où l'intimité n'existe plus, où la dignité se vend pour une poignée de likes, où le ridicule d'autrui devient le carburant de notre propre popularité. Mais jusqu'où peut-on aller? Jusqu'à quel point peut-on piétiner le respect dû aux aînés au nom du divertissement? La victime de ce soir s'appelle Bernadette. Elle a 70 ans. Elle a les mains calleuses de celles qui ont travaillé la terre et le cœur fragile des mères qui aiment trop. Et son bourreau dormait sous le même toit qu'elle. Tout commence par une image insoutenable qui a fait le tour des réseaux sociaux il y a quelques mois avant d'être heureusement supprimée par la justice. Imaginez un écran de téléphone format vertical. La vidéo est floue, mal cadrée, baignée d'une lumière stroboscopique violette et agressive. Au centre de l'image, il y a une femme âgée. C'est Bernadette, mais on peine à la reconnaître. Elle, qui n'a toujours porté que des robes à fleurs discrètes et des gilets de laine, la voilà affublée d'une robe en synthétique imitant la peau de léopard moulante vulgaire qui boudine son corps fatigué. Son visage, ce visage noble marqué par le soleil d'Auvergne, est barbouillé d'un maquillage outrancier, un rouge à lèvres carmin qui file dans les ridules des faux cils qui lui donnent l'air d'un clown triste. Elle semble perdue, terrorisée. Et derrière la caméra, on entend une voix. Une voix jeune, stridente, une voix qui rit. C'est le rire de la hyène. « Allez, maman, bouge ton corps. Montre-leur que t'es pas morte, twerk un peu pour mes abonnés. » La vieille dame tente de cacher son décolleté avec ses mains tremblantes, ses yeux s'embuent de larmes. En légende de cette vidéo, quelques mots accompagnés d'émojis hilars. La bouseuse découvre le clubbing, fou rire garanti. Comment en est-on arrivé là? Comment une mère de famille respectée a-t-elle pu devenir ce jouet, cette poupée de chiffon entre les griffes de sa propre belle-fille? Pour comprendre cette descente aux enfers, il faut quitter l'enfer urbain et remonter le temps vers les hauts plateaux du Cantal en Auvergne. C'est là que Bernadette a passé toute sa vie. Une vie rude, austère, mais digne. Avec son défunt mari, elle a élevé des vaches, salaire ses bêtes à la robe à cajou et aux cornes en lyre. Bernadette connaissait le nom de chaque bête, le secret de chaque fromage, le silence apaisant des montagnes. Elle était une femme de la terre, une femme de devoir. Son unique fierté, son trésor, c'était son fils Pierre, Pierre, l'enfant du pays, pour qui elle s'était saignée aux 4 veines afin de lui payer des études à la ville. Elle voulait qu'il ait une vie moins dure, qu'il ne connaisse pas la boue et le gel des hivers cantaliens. Et il avait réussi, ce fils prodige. Il était devenu comptable à Bordeaux. Il avait une belle situation, un bel appartement, une belle voiture. Bernadette était fière. Mais la solitude, cette compagne insidieuse des veuves rurales, commençait à lui peser. La ferme était devenue trop grande, le travail trop lourd pour ses articulations douloureuses. Alors, quand Pierre l'a appelé un soir pour lui proposer de tout vendre et de venir vivre avec lui à Bordeaux, le cœur de Bernadette a bondi de joie. « Viens, maman, on a une chambre d'amis. Tu seras bien, tu te reposeras enfin. Et puis, j'ai quelqu'un à te présenter. » Bernadette a vendu ses vaches le cœur serré, mais plein d'espoir. Elle a vendu la maison de Pierre où elle était entrée jeune mariée. Elle a fait ses valises, emportant avec elle quelques photos, son missel et l'odeur de la campagne. Elle pensait aller vers une fin de vie douce, entourée de l'amour des siens. Elle se dirigeait vers l'échafaud. L'arrivée à Bordeaux fut le premier choc. L'appartement de Pierre était situé dans un quartier branché.
Tout y était blanc, laqué, froid. Pas un bibelot, pas un apron, rien qui retienne la poussière ou l'âme. Et au milieu de ce décor de catalogue trônait Élodie, la nouvelle femme de Pierre. 30 ans, influenceuse, beauté sur Internet, le téléphone greffé à la main comme une extension de son propre corps. Élodie était belle, d'une beauté glacée et artificielle. Dès le premier regard, Bernadette a senti qu'elle était de trop. Ah, c'est elle, a lancé Élodie sans même se lever du canapé, en scannant sa belle-mère de la tête aux pieds. « Pierre, tu ne m'avais pas dit qu'elle faisait si... terroir. » Le mot avait claqué comme une insulte. Bernadette, gênée, avait serré son sac à main contre elle. Pierre, mal à l'aise, avait ri nerveusement. « Voyons, chérie maman vient de faire un long voyage. » Ce soir-là, Bernadette a compris que son fils, son petit Pierre qu'elle avait bercé, n'était plus le maître chez lui. Il était sous l'emprise totale de cette créature urbaine. Il était devenu mou, fuyant, terrorisé à l'idée de contrarier sa jeune épouse. Les premières semaines furent un calvaire feutré, une guerre d'usure. Élodie ne supportait rien de Bernadette. Elle trouvait qu'elle marchait trop lourdement, qu'elle parlait trop fort, avec son accent rugueux, qu'elle cuisinait trop gras. « Ça sent les tables dans tout l'appartement quand tu fais ta soupe aux choux. Bernadette, c'est insupportable, » disait-elle, en vaporisant du parfum d'ambiance chimique jusque dans l'assiette de la vieille dame. Bernadette baissait la tête, s'excusait. « Pardon, je ne voulais pas déranger. » Mais le véritable drame a commencé quand Élodie a eu une idée de génie pour booster ses statistiques sur les réseaux sociaux. Elle s'était rendue compte qu'une de ces vidéos où l'on voyait Bernadette de dos en train de repriser une chaussette avait fait beaucoup de vues. Les commentaires se moquaient gentiment de la mamie d'un autre temps. Élodie, avec le cynisme absolu de ceux qui ne vivent que par l'écran, a flairé le filon. « Pierre, ta mère est une mine d'or », a-t-elle décrété. « On va la relooker, on va en faire une star. Le concept, la paysanne à la ville, ça va cartonner. » Pierre, lâchement, a tenté de protester. « Tu sais, elle est vieille, elle ne va pas vouloir. »« Tais-toi, Pierre, c'est pour son bien. Elle est ringarde, il faut la moderniser pour qu'elle ne nous fasse pas honte quand on reçoit des amis. » Et Pierre Dieu lui pardonne a dit oui. Il a livré sa mère aux caprices de sa femme. Le relooking fut une humiliation méthodique. Élodie a vidé l'armoire de Bernadette. Elle a jeté ses robes à fleurs, ses gilets confortables, ses chemises de nuit en coton. Tout ça, c'est poubelle. Ça sent la naphtaline et la mort, hurlait-elle en remplissant des sacs poubelles. Bernadette pleurait en silence, voyant partir les vêtements qu'elle avait portés lors des baptêmes, des mariages. Toute sa vie s'en allait aux ordures. À la place, Élodie l'a forcée à enfiler des tenues grotesques, des jeans déchirés aux genoux, des t-shirts crop top qui laissaient voir son ventre marqué par les grossesses des baskets à plateforme compensée. « Regarde-toi, tu es enfin stylée », s'extasiait Élodie en filmant la scène. Bernadette, devant le miroir, ne voyait qu'une vieille femme déguisée, une caricature grotesque. « Pierre, s'il te plaît », a-t-elle murmuré, cherchant le regard de son fils. Mais Pierre regardait ailleurs, pianotant sur son propre téléphone pour éviter de croiser les yeux de sa mère. La descente aux enfers a continué jour après jour. Élodie obligeait Bernadette à apprendre des mots d'argot, à répéter des phrases vulgaires face caméra pour amuser la galerie virtuelle. Si Bernadette refusait, Élodie boudait, claquait les portes, et Pierre venait voir sa mère en soupirant. « Allez, maman, fais un effort, Élodie est triste à cause de toi. Fais ce qu'elle demande, c'est juste pour rire. Juste pour rire. » Comme si la dignité humaine était une blague. Et puis, il y a eu cette soirée fatidique, le point de non-retour. Un samedi soir, Élodie a décidé qu'il fallait franchir une étape supérieure. « Ce soir, on sort en boîte, maman vient avec nous. » Bernadette a paniqué. Elle n'avait jamais mis les pieds dans une discothèque de sa vie. Elle était fatiguée, elle avait mal aux jambes. « Je vous en prie, laissez-moi ici, je regarderai la télévision, » a-t-elle supplié. Mais Élodie était inflexible. « Pas question. J'ai annoncé ta venue en story, tout le monde t'attend. Tu ne vas pas me faire passer pour une menteuse. Ils l'ont traînée là-bas.
dans ce club bruyant saturé de fumée et de basses qui faisait trembler sa cage thoracique. C'est là que la fameuse robe léopard lui a été imposée. Bernadette se sentait nue. Les regards des jeunes gens, mi-amusés, mi-dégoûtés, pesaient sur elle comme du plomb. Élodie, excitée par l'alcool et l'attention, a commandé des shooters ces petits verres d'alcool fort et sucrés. « Bois, maman, c'est la fête !» Bernadette a essayé de refuser. Élodie lui a pris le menton d'un geste dur autoritaire et a approché le verre de ses lèvres. « Ne fais pas ta bégueule. Tout le monde nous regarde. Bois. » Sous la pression, sous la peur, sous le regard fuyant de son fils assis à côté, qui souriait bêtement, Bernadette a bu. Un verre, puis deux. L'alcool qu'elle ne supportait plus depuis des années lui est monté à la tête instantanément. La nausée l'a saisie. Le monde s'est mis à tourner. C'est à ce moment précis qu'Élodie a lancé son live, sa vidéo en direct. Elle a filmé sa belle-mère qui titubait. Elle a filmé sa détresse. Elle criait « Elle est complètement déchirée, regardez ça !» Les cœurs et les pouces bleus défilaient sur l'écran. Bernadette s'est sentie mal, une envie de vomir irrépressible. Elle a cherché des yeux les toilettes, mais Élodie lui barrait la route, le téléphone braqué sur son visage. « Non, non, reste là, danse d'abord !» Et Bernadette a craqué, son corps l'a trahi, elle a vomi. Là, au milieu de la piste, sur ses chaussures à plateforme, c'était l'image de la déchéance absolue. Et qu'a fait Élodie? A-t-elle posé son téléphone pour aider la vieille dame? Lui a-t-elle tendu un mouchoir? Non. Elle a zoomé. Elle a zoomé sur le vomi, puis sur le visage livide de Bernadette, en s'écriant pour ses abonnés. « Oh mon Dieu, c'est trop gore, elle ne tient pas l'alcool, la vieille MDR. » Le lendemain matin fut celui de la gueule de bois, mais surtout celui de la honte absolue. La vidéo était devenue virale, des milliers de vues, et inévitablement elle était arrivée jusqu'en Auvergne. Le téléphone fixe de Bernadette a sonné. C'était Marthe, sa voisine, de toujours sa meilleure amie. Bernadette a décroché la voix tremblante. « Allô ?» À l'autre bout du fil, la voix de Marthe était glaciale, déçue. « C'est toi, Bernadette. On a vu, tout le village a vu. Le maire, le curé, les anciens. On ne te reconnaît plus. Comment as-tu pu tomber si bas, te trémousser comme une fille de joie? On a honte pour toi, Bernadette. Ne reviens pas tout de suite, les gens jasent trop. » Et elle a raccroché. Bernadette est restée là, le combiné à la main pétrifiée. Son honneur, la seule chose qui lui restait, venait d'être assassinée. Elle a compris qu'elle ne pouvait plus rester. Elle ne pouvait plus supporter le regard d'Élodie, ni la lâcheté de Pierre. Elle devait partir, fuir, mourir peut-être, mais ne plus être cette chose qu'on exhibe. Le soir même, profitant que Pierre était encore au travail et qu'Élodie prenait un bain, elle a commencé à remplir une vieille valise avec les quelques vêtements décents qu'elle avait réussi à sauver et cacher sous son lit. Ses mains tremblaient frénétiquement. Elle voulait juste atteindre la gare, prendre le premier train pour n'importe où. Elle était dans le couloir, prête à ouvrir la porte d'entrée, quand une main aux ongles manucurés s'est abattue sur son poignet. Élodie était là en peignoir de soie, le visage déformé par la colère. Elle n'était plus la jolie influenceuse souriante. Elle était une furie. « Tu crois que tu vas où comme ça, la vieille ?» a-t-elle sifflé. « Je rentre chez moi. Laissez-moi » a murmuré Bernadette en essayant de se dégager. « Chez toi, tu n'as plus de chez toi. Tu as tout vendu, rappelle-toi, et tu ne partiras pas. On a un partenariat avec une marque de crème anti-rides demain. J'ai besoin de toi. Tu restes. » Bernadette, mue par une énergie du désespoir, a tiré sur sa valise. « Jamais vous êtes le diable. » Élodie a vu rouge. Elle a agrippé le gilet de Bernadette. « Tu es une ingrate. Après tout ce que j'ai fait pour te rendre présentable. Si tu pars, je publie la vidéo que j'ai faite en cachette pendant que tu te changeais l'autre jour. Celle où tu es en sous-vêtements. Je la mets sur Internet et tout ton village verra ta cellulite. » Le chantage était ignoble. Bernadette s'est figée, horrifiée. Profitant de sa stupeur, Élodie l'a bousculée violemment. Bernadette, déséquilibrée par la lourde valise, a trébuché.
Elle est tombée lourdement sur le parquet ciré, se cognant la hanche avec un cri de douleur. Élodie la surplombait menaçante, le doigt pointé. « Tu vas te relever et tu vas ranger cette valise, espèce de vieille. » Elle n'a pas fini sa phrase. La porte d'entrée s'est ouverte. Pierre était là. Il était rentré plus tôt. Il était encore en imperméable, sa mallette à la main. Il voyait la scène. Sa mère, sa maman, qui l'avait porté, nourri, aimé, gisait au sol gémissante, recroquevillée, comme un animal battu. Et sa femme, cette femme qu'il idolâtrait, se tenait au-dessus d'elle, le visage tordu par une haine pure, une vulgarité de poissonnière proférant des horreurs. Le temps s'est arrêté. Pierre a regardé Élodie. Pour la première fois, il ne voyait plus la beauté, le maquillage, le style. Il voyait le monstre. Il voyait la laideur de son âme. Il a regardé sa mère qui pleurait doucement en se tenant la hanche. Et quelque chose s'est brisé en lui. Ou plutôt quelque chose s'est réveillé. La colonne vertébrale qu'il avait perdue a repoussé d'un coup. Il a lâché sa mallette. Il s'est avancé vers Élodie d'un pas lent, terrible. Élodie, sentant le vent tourner, a tenté de changer de masque, de remettre son sourire de victime. « Chérie, elle a essayé de me frapper. Elle est folle, j'ai eu si peur. » Clac. Le bruit de la gifle a résonné dans tout l'appartement, sec et violent comme un coup de fouet. La tête d'Élodie a basculé sur le côté. Elle est restée muette, la joue rouge, les yeux écarquillés de stupeur. Jamais Pierre n'avait levé la main. Jamais Pierre n'avait haussé le ton. « Tais-toi !» a dit Pierre. Sa voix était basse, tremblante, de rage contenue. Ne prononce plus un seul mot, pas un seul. Il s'est agenouillé près de Bernadette. Il l'a aidée à s'asseoir avec une douceur infinie. Il a essuyé les larmes sur les joues fripées de sa mère. « Pardon, maman. Pardon, pardon, » répétait-il comme une prière. Puis il s'est relevé et a fait face à Élodie. « Prends tes affaires. Prends tes téléphones, tes ring lights, tes chiffons, et sors. »« Mais Pierre, c'est chez nous, » a couiné Élodie. « Non, c'est chez moi, et c'est chez ma mère. Toi, tu n'es plus rien ici. Sors avant que je ne te jette par la fenêtre. » Élodie est partie ce soir-là, chassée du paradis artificiel qu'elle avait cru dominer. Le divorce fut prononcé quelques mois plus tard aux torts exclusifs de l'épouse. Mais les blessures, elles ne se signent pas sur un papier. Pierre a ramené sa mère en Auvergne. Il n'a pas pu racheter la ferme, c'était trop tard. Mais il a loué une petite maison en pierre avec vue sur les monts du Cantal. Il a demandé sa mutation pour être près d'elle. Il essaie de racheter chaque jour de lâcheté par une journée de tendresse. Bernadette va mieux physiquement. Elle a repris ses robes à fleurs. Elle marche dans les prés. Mais quelque chose est cassé à l'intérieur. Si vous allez vous promener là-bas et que vous la croisez, ne sortez pas votre téléphone. Car dès que Bernadette voit un objectif, dès qu'elle voit quelqu'un lever la main avec un appareil, elle se fige. Elle tremble. Elle porte les mains à son visage, pour se cacher revivant l'humiliation du club, le rire de la hyène, la honte mondiale. Elle est devenue une bête traquée. Elle regarde parfois l'horizon et se demande « Pourquoi ? Pourquoi le monde est-il devenu si méchant ?» Et c'est la question que je vous pose ce soir, chers auditeurs. Quand avons-nous perdu notre humanité? Quand avons-nous décidé qu'une vidéo drôle valait plus que le cœur d'une mère? L'histoire de Bernadette est un avertissement. Nos aînés ne sont pas des jouets. Ce sont des trésors de mémoire et d'amour. Respectons-les. Et par pitié, parfois, éteignez vos écrans. Regardez les gens dans les yeux, pas à travers un filtre. Je vous souhaite une bonne soirée pleine de vraie vie et de vrais sourires. À demain.